Un beau ciel. L'après-midi, à 3 heures, quasiment nuit. Tempête. Nous affalons les voiles. À 7 heures du soir, la tempête bat son plein. Les vagues passent par-dessus le pont. Le capitaine autrichien a allumé dans sa cabine une petite lampe à huile devant l'image de la Vierge. Agenouillé par terre, il prie. En italien, étrangement, pour les âmes des marins disparus. Sepolti in questo sacro mare. À la nuit de tempête succède une journée de bonacce. Continuons à la vapeur, cap au sud. Je mets de l'ordre dans les affaires chamboulées. Au déclin de la journée, devant nous, flottant, gris-perle sur la ligne d'horizon, une île. Como se tient à la proue, comme un pilote. Crie à un matelot le mot de Fano. Si siorsi, crie celui-ci, et encore plus fort pour avertir. Fano, Fano. Plus tard, je vois au pied de l'île, déjà plongé dans l'obscurité, un feu allumé. Ce sont des pêcheurs sur la plage. L'un d'entre eux agite un brandon. Nous passons devant eux, et quelques heures plus tard entrons dans le port de Cassiopée, sur la côte nord de Kirkira. Le matin, à bord, un bruit terrible. On répare une avarie de machine. Avec Côme à terre. Montons aux fortifications en ruine. Une yeuse, ou chêne vert, pousse au beau milieu du château. Nous sommes allongés sous sa frondaison comme sous une tonnelle. En bas, il tape avec un marteau sur la chaudière. Un jour entier, hors du temps. La nuit, nous dormons sur le pont. Chant des grillons. Réveillés par un coulis d'air sur le front. Au-delà du chenal, derrière les montagnes albanaises, bleu nuit, le jour se lève, répand la lueur de ses flammes sur le monde encore privé de lumière. En même temps, deux yachts blancs de haute mer traversent le tableau en lâchant des panaches de fumée blanche, si lentement qu'on dirait qu'ils sont tirés pouce par pouce par un câble sur une immense scène de théâtre. On a peine à croire qu'ils se déplacent, mais pourtant, ils finissent par disparaître, derrière les coulisses du cap Varver, couvert de forêts vert sombre et surmonté par la serpe ténue de la lune croissante. Nous avons eu toutes les peines du monde à accéder au sommet de la colline. Les buissons étaient si touffus qu'ils ne laissaient aucun passage. J'étais obligé de les écarter des mains pour que nous puissions avancer. Nous avons grimpé sur des murets croulants dont les pierres fuyaient sous nos pas. À mi-chemin, Catherine a failli fondre en larmes. Ses jambes étaient entaillées par les chardons et les branches mortes. Tu veux t'asseoir? Mais il n'y avait pas d'endroit où s'asseoir. Nous avons fini par atteindre la chapelle, après avoir escaladé un dernier mur qui m'a paru plus haut que tous les autres. Nous nous sommes trouvés en présence d'un petit édifice, au toit de tuiles, construit avec une grande variété de pierres, parmi lesquelles se détachaient des blocs de marbre joliment taillés. Nous nous sommes reposés quelques instants à son ombre. Devant nous s'étendait une plaine charmante, qui ne manquait ni d'arbres ni d'eau. Elle m'a vaguement rappelé le pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau, que tu as certainement vu au Louvre. Est-ce qu'on aperçoit la mer au fond du tableau? Nous la voyions fort bien. La côte formait une large baie protégée des vents du nord par deux îlots. C'est ici que Paris et la belle Hélène se sont aimés pour la première fois, ai-je informé Catherine. Elle a examiné la terre autour de nous comme pour trouver une trace du passage des illustres amants. Lorsqu'elle vient chez moi à Athènes, elle oublie toujours quelque chose dans l'appartement. Un bracelet, un foulard, ses boucles d'oreilles. Nous avons fait le tour de la chapelle. J'ai remarqué qu'elle n'avait aucune fenêtre. Puis, nous nous sommes arrêtés devant la porte, une petite porte en bois peinte en rouge. J'ai eu vivement envie de la défoncer d'un coup de pied. Ne fais pas l'idiot, m'a dit Catherine. Je me suis penché pour regarder par le trou de la serrure qui était assez grand. Au début, je n'ai rien vu du tout.
Il m'a fallu rester un long moment dans cette position avant de distinguer enfin les colonnes. Elles m'ont paru immenses dans ce local exigu dont elles soutenaient le toit. Elles étaient en tuf, comme les colonnes de Delphes, sans cannelure, coiffées de chapiteaux doriques. Caterina les a regardées à son tour. J'ai été profondément peiné en découvrant qu'elles étaient enfermées dans un endroit si obscur. J'ai songé qu'elles ne disposaient que du peu de lumière qui entrait par le trou de la serrure. Nous sommes allés à l'église de Myrtidiotissa. L'icône est couverte de feuilles d'argent qui ne laissent apparaître que les deux visages. Ils sont effectivement complètement noirs. L'idée m'est venue qu'ils avaient été noircis par un pope, parce que l'œuvre ne représentait pas la Vierge et l'enfant, mais Aphrodite, tenant l'amour dans ses bras.